Tout va bien maintenant. La Snyder Cut, sortie en 2021, n'est pas qu'un simple Director's Cut. C'est un film né dans la douleur, la colère et l'espoir. Une œuvre arrachée à un système qu'il avait rejeté et que des milliers de fans ont contribué à faire renaître. Loin d'être une version rallongée, cette fresque de plus de 4 heures repense entièrement l'ambition, le ton et les thématiques du blockbuster super-héroïque. Plus sombre, plus dense, plus cohérente, elle redonne une voix claire à son auteur et une âme à ses personnages. Mais au-delà de ses qualités cinématographiques, ce film incarne un moment rare où les spectateurs ont fait basculer l'histoire d'un studio. Il cristallise des tensions entre création et contrôle, entre art et industrie, et pose une question essentielle. Jusqu'où peut aller une vision personnelle dans un univers conçu pour plaire au plus grand nombre ? Qu'on aime ou pas le film, la Snyder Cut de Justice League reste un objet unique, profondément sincère et devenu, avec le temps, un symbole. Le symbole de ce que le cinéma peut encore offrir quand la passion, la fidélité et la voix du public prennent le dessus. On m'a donné une deuxième chance, et il n'est pas question que je la gâche. Un projet totalement démesuré, d'une ambition folle, une histoire unique dans l'histoire du cinéma et une très belle histoire que j'ai choisi de vous raconter cette semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si c'est pas déjà fait, vérifiez que vous êtes bien abonné. Et nous, on est parti pour l'histoire de Justice League de Zack Snyder, ou plutôt comme on le dit entre nous, la Snyder Cut. Envole-toi, fiston. C'est le moment. A l'origine, Justice League devait constituer le cœur d'un ambitieux arc narratif imaginé par Zack Snyder dès Man of Steel. Une série de 5 films retraçant une montée en puissance des héros d'ici, avec Batman v Superman comme pivot dramatique, avant une trilogie centrée sur la Ligue. Mais le rejet critique de Batman v Superman en 2016 oblige Warner Bros et Snyder à revoir leurs plans. Le scénario de Justice League est alors réécrit pour en atténuer la noirceur tout en poursuivant un tournage colossal lancé en avril 2016. Ce tournage s'achève fin décembre, mais le montage reste inachevé. Plusieurs versions sont projetées au cadre du studio qui juge l'intrigue trop complexe et la tonalité trop sombre. En mars 2017, alors que Snyder prépare de nouveaux ajustements, il est frappé par une tragédie personnelle, le décès de sa fille Autumn. Il quitte officiellement le projet au mois de mai. Officiellement, il s'agit d'un retrait volontaire. En réalité, des sources affirment qu'il avait déjà été écarté par le studio. Warner confie alors la fin du projet à Joss Whedon, réalisateur de Avengers, avec pour consigne de réduire drastiquement la durée du film et de lui insuffler davantage d'humour. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? Whedon réécrit une bonne partie du scénario, tourne de nombreuses scènes inédites, ajoute près de 80 pages de script, remplace le compositeur Tom Holkenborg par Danny Elfman et ne conserve qu'une fraction des images tournées par Snyder, 20%. Résultat, une version hybride sans réelle unité de ton ni de style qui sort en salle en novembre 2017. Le film est un échec artistique et commercial, qualifié de patchwork ou de film Frankenstein par la critique. Il rapporte tout de même 658 millions de dollars, mais bien en deçà du seuil de rentabilité attendu. Loin du milliard tant espéré. Voilà, le milliard. Et provoque un changement de cap brutal chez Warner. Le studio abandonne totalement l'idée d'un univers partagé, piloté par Snyder, et recentre sa stratégie sur des films autonomes. Mais dès la sortie de cette version, un mouvement naît sur les réseaux sociaux. Le hashtag Release the Snyder Cut, alimenté par des rumeurs, des fuites internes et le soutien public de membres du casting, comme Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa ou encore Ray Fisher. Ce mouvement prend une ampleur inédite, notamment sur Twitter.
Des pétitions circulent, des campagnes de financement sont lancées, parfois pour des causes liées à la prévention du suicide, en mémoire de Tom Snyder. L'activisme des fans devient un phénomène médiatique, entre mobilisation sincère et dérapage toxique. Si certains y voient un exemple de fandom bienveillant, d'autres y lisent une tentative de pression inquiétante sur l'industrie. Mais en coulisses, il y en a un qui a jamais vraiment tourné la page, c'est Zack Snyder. Il conserve une copie de travail de son montage sur disque dur et commence à en diffuser quelques extraits, entretenant le mythe d'une version alternative plus cohérente. Comme notamment la photo du costume noir de Superman, costume absent de la version de Joss Whedon. Ce Snyder Cut devient alors un objet de fascination. En 2020, dans un contexte de pandémie qui accélère la migration vers les plateformes de streaming, Warner Bros. Cède finalement à la pression et officialise la mise en chantier d'une nouvelle version destinée à HBO Max. C'est Jason Kilar, à l'époque PDG de Warner Media, qui donne son feu vert début 2020. Ce personnage est important! À l'époque, HBO Max devait lancer sa plateforme de streaming et chercher un contenu événementiel fort pour se démarquer dans un marché déjà dominé par Netflix, Disney+, et Amazon. La Snyder Cut, projet à la fois mythique et très demandé, était donc un levier marketing très puissant pour attirer une fanbase très mobilisée. Une mobilisation qui a atteint son sommet en novembre 2019 pour les 2 ans du film, avec un tollé mondial sur Twitter relayé par plusieurs stars. En interne, Warner Media a vite compris que cette ferveur pourrait être convertie en abonnement et en image positive auprès des fans. Les dirigeants qui avaient évincé Snyder en 2017, comme Kevin Tsujihara, n'étaient plus en poste. Et les nouveaux dirigeants, plus ouverts au fanservice et au streaming, ont donc voulu marquer une rupture avec l'ancienne direction. Et le 20 mai 2020, sur Vero, lors d'un live stream dans le cadre d'une soirée en ligne où il commentait Man of Steel en compagnie de Henry Cavill, Zack Snyder annonce officiellement la sortie de la Snyder Cut de Justice League sur HBO Max début 2021. There is this. I have this. I don't know if this is helpful. You see that? Oh my God. Oh my God. You know, it'll probably be in 21, the actual release, because we got a little work to do. Forever but 21. We're doing it. So Forever 21. Get ready. Avec 70 millions de dollars supplémentaires, Snyder est autorisé à finaliser son film. Il en profite pour ajouter quelques scènes inédites, dont un caméo inattendu du Joker, et restaurer son montage de 4 heures. Il en profite pour imposer un ratio en 4/3. Zack Snyder a en effet voulu présenter cette version intégralement dans un format proche du 4/3, une décision esthétiquement assumée et pas une faute de streaming. Conçu dès le départ pour une projection en IMAX, ce format permettait de monter beaucoup plus haut le cadre, la tête des personnages, certains effets et les décors, là où un cadre large en 2.39 le tronquait. Snyder s'est obsédé après Batman v Superman sur l'effet immersif de l'IMAX plein cadre et voulait donc rester fidèle à cette version. Il s'agit d'une restauration du cadre natif, offrant la version la plus proche de ce qui était filmé en IMAX. La version prévue initialement était en fait une version recadrée. HBO Max a donc gardé ce format, même si ça implique des bandes noires sur les côtés pour les écrans 16:9 modernes. Snyder a déclaré qu'il était tombé amoureux de ce grand carré. Il disait que les super-héros étaient finalement plus verticaux qu'horizontaux. Tom Holkenborg, alias Junkie XL, initialement écarté en 2017 puis rappelé pour la Snyder Cut, a décidé de rejeter les musiques qu'il avait composées à l'époque. Il est donc reparti de zéro afin de créer une partition intégralement nouvelle, adaptée au film de 4 heures, soit environ 54 pistes. Holkenborg a confessé qu'entendre ce qu'il avait fait en 2017 lui rappelait trop de mauvais souvenirs, notamment la tragédie personnelle de Snyder. Il a donc opté pour un nouveau départ. La partition de Tom Holkenborg joue évidemment un rôle capital dans la tonalité du film, plus grave, plus solennelle, parfois écrasante mais assumée dans son ambition opératique. Une bande-son fleuve de près de 4 heures mêlant orchestre, sonorité électronique, rock industriel et nappe funèbre. Les 4 heures correspondent presque exactement au montage original de Snyder, qu'il avait conservé depuis 2017. Il n'a donc ajouté aucun contenu tourné par Joss Whedon, mais il a réintégré uniquement son propre matériel. Snyder a exclu la majeure partie des scènes et tonalités apportées par Whedon, comme les injections d'humour, la légèreté, les visuels différents, la nouvelle BO de Danny Elfman. Tout a été supprimé ou retravaillé. Seuls subsistent des éléments qu'il jugeait essentiels. Cette version apparaît donc comme une œuvre entièrement revisitée. Le format, la bande originale, le montage, la narration, le ton, c'est pas une version améliorée de celle de 2017, mais bien un film totalement repensé, incarnant la vision ardente et symptomatique de Snyder.
La production de la Snyder Cut est un véritable casse-tête, à la fois technique et artistique. Avec ses 4 heures de film, le réalisateur impose un rythme ample, presque contemplatif, qui tranche radicalement avec le montage cinéma de 2017, bien plus court, haché et orienté vers l'action immédiate. Cette durée étendue permet une narration plus riche, notamment pour des personnages auparavant négligés comme Cyborg, dont l'arc devient ici central. Visuellement, Snyder adopte une esthétique très marquée, une palette sombre et froide, souvent bleutée, qui souligne la gravité apocalyptique du récit. Les environnements oscillent entre décors futuristes, paysages dévastés et arrière-plans mystiques, contribuant à ancrer l'histoire dans un monde à la fois familier et mythologique. La caméra privilégie les plans larges et ralentis stylisés, signature évidemment du cinéaste qui renforce la dimension héroïque et tragique des figures à l'écran. Le travail sur les effets spéciaux est colossal. Près de 2700 plans ont dû être retravaillés ou intégralement créés pour intégrer les personnages, créatures et environnements absents de la version cinéma. Des séquences entièrement inédites comme celle autour de Darkseid, la refonte complète de Steppenwolf ou les nombreuses scènes centrées sur Cyborg ont nécessité un rendu numérique de pointe. Malgré un budget limité pour un blockbuster, environ 70 millions de dollars pour la post-production et quelques jours de tournage additionnel, le résultat est souvent salué pour sa cohérence artistique et sa finition technique. Contrairement aux premières déclarations de Warner, Snyder a bel et bien dirigé de nouvelles scènes. En octobre 2020, plusieurs acteurs sont rappelés, dont Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard, Jared Leto ou encore Joe Manganiello. Une scène avec Ezra Miller, alors à Londres pour le tournage des Animaux Fantastiques, et même réalisée à distance, Zack Snyder dirigeant les équipes sur Zoom. D'autres séquences, comme celle du Martian Manhunter à la fin du film, ont-elles été tournées pour remplacer la version originale avec Green Lantern, rejetée par Warner Bros. Contrairement à l'idée reçue d'un Snyder ne jurant que par le spectaculaire, la mise en scène cherche ici à développer une introspection plus marquée chez les héros. Leurs doutes, leurs deuils et leurs hésitations prennent le pas sur l'accumulation de séquences d'action. Le récit se permet de respirer, d'installer ses enjeux progressivement, tout en conservant des moments épiques qui appuient la montée en puissance du collectif. La cohérence globale du film repose sur une structure plus homogène où chaque chapitre, clairement annoncé à l'écran, sert à renforcer le parcours psychologique des personnages. La dynamique de groupe se construit lentement, mais de manière solide, en opposition au patchwork forcé de la version de 2017. Côté musical, certaines chansons viennent ponctuer le récit, comme le Alléluia de Leonard Cohen, réinterprété par Alison Krauss pendant le générique final. Un hommage explicite à Autumn Snyder, la fille du réalisateur, qui adorait ce titre. D'autres morceaux, comme ceux de Nick Cave ou des chants islandais traditionnels, renforcent l'identité mélancolique du film. Enfin, la promotion du film accentue cette volonté de rupture. Les affiches, désormais en noir et blanc, revendiquent ouvertement l'esthétique Snyder. Même la bande-annonce, diffusée lors du DC Fandom en 2020, opte pour une reprise poignante du Alléluia de Leonard Cohen, comme un manifeste artistique en opposition au montage de 2017. Il ne s'agit pas simplement d'une version longue, mais d'un véritable manifeste du réalisateur. La Snyder Cut de Justice League s'affiche comme l'anti-Whedon Cut, dans la forme comme dans le fond. Avant d'aborder la sortie du film, je vais revenir rapidement sur ce que raconte cette Snyder Cut, sur les choix scénaristiques faits par Zack Snyder, et puis ça va permettre aussi, pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vu, ça reste un film qui est sorti sur HBO Max, donc peut-être que certains l'ont pas vu, de commencer un petit peu à voir les principales différences avec la version cinéma, et puis pour ceux qui l'ont vu il y a très longtemps, ça permet de se remettre un petit peu dans le bain. Résumé d'un film de 4 heures en moins de 2 minutes, c'est parti. On doit vite retourner à mon labo chercher des anomalies thermiques en scannant la Terre avec mon satellite. Attends, t'as un satellite? Non, j'en ai 6. Ah, ok. Tu as parlé. J'ai pas parlé avant. Le film s'ouvre sur la mort récente de Superman, après son combat contre Doomsday. Sa disparition provoque un profond vide sur Terre et semble réveiller une menace ancienne, les 3 boîtes mères, des artefacts extraterrestres d'une puissance inimaginable se réactivent. Cette réactivation attire Steppenwolf, un seigneur de guerre d'Apocalypse, qui revient sur Terre pour rassembler les boîtes et former l'unité, un cataclysme capable de détruire la planète et de la transformer en un monde à l'image d'Apocalypse. Une fois fait, l'unité sera réalisée pour que ce monde rejoigne les autres. Bruce Wayne, convaincu qu'il faut agir vite, décide de réunir une équipe de méta-humains pour combattre cette menace.
Il commence par recruter Diana Prince, puis fait appel à Barry Allen, alias Flash, un jeune homme doté d'une vitesse surhumaine. Ensuite, ils vont chercher Arthur Curry, l'héritier des Atlantes, et Victor Stone, qui possède des capacités cybernétiques, après que ce dernier ait perdu son père, enlevé par les soldats de Steppenwolf. Le groupe découvre que les boîtes mères peuvent aussi être utilisées pour sauver Superman. En effet, grâce à leur technologie avancée, ils réussissent à ressusciter Clark Kent, mais il met du temps à retrouver la mémoire et ses pouvoirs, et attaque même ses sauveurs avant d'être apaisé par Lois Lane. S'il te plaît, il faut partir. Steppenwolf récupère la dernière boîte et fonce vers un lieu en Russie où il veut créer l'unité. La Ligue des Justiciers se précipite pour l'en empêcher, mais malgré leurs efforts, la formation de l'unité commence à détruire la planète. Il est là. Là, faut que tu dépasses la vitesse de la lumière, mais alors carrément tu dois violer la règle, Barry, t'as intérêt à te grouiller. Barry Allen, grâce à la force véloce, remonte le temps pour donner à l'équipe une chance de stopper Steppenwolf. Superman revient alors au combat, et ensemble, ils réussissent à vaincre leur ennemi. Après la victoire, chacun reprend sa route, mais les événements laissent présager une menace encore plus grande. Bruce Wayne reçoit la visite du Martian Manhunter, qui l'avertit que Darkseid, le véritable maître de Steppenwolf, reviendra bientôt. Pendant ce temps, Lex Luthor s'échappe d'Arkham et prépare ses propres plans annonçant des conflits à venir. Alors, un de ces jours. Un film que j'ai évidemment adoré, j'en parlais à tout le monde à sa sortie, mais c'est pas pour autant que c'est un film parfait. Voici donc les comparaisons entre la version cinéma de Joss Whedon et la version de Zack Snyder, les choses que j'ai adorées et celles que je regrette un petit peu parce que non, la Snyder Cut n'est pas parfaite, et en même temps, il ne pouvait en être autrement. Alfred, si je ne m'abuse. Monsieur Kent. Il avait dit que vous viendriez. À sa sortie en mars 2021 sur HBO Max, la Snyder Cut a immédiatement bouleversé toutes les attentes, tant chez les fans que chez les critiques. Longtemps attendu comme une revanche symbolique face à la version ciné de 2017, largement décrié, ce montage étendu a été salué pour sa narration plus cohérente, son soin apporté à la caractérisation des personnages, ainsi que pour sa direction artistique très ambitieuse. Pour beaucoup, il s'agit d'une véritable réhabilitation qui redonne corps à la vision initiale de Snyder, avec une tonalité plus sombre et épique, nettement éloignée des standards Marvel, divisant néanmoins les spectateurs par son style parfois jugé excessif et sa durée imposante de près de 4 heures qui n'a pas plu à tout le monde. Sur le plan commercial, l'absence d'exploitation traditionnelle en salle limite évidemment son impact au box-office classique, mais le film représente tout de même un succès stratégique pour HBO Max, contribuant à une hausse significative d'abonnements, preuve de la puissance du marketing centré sur une base de fans engagés. Au niveau critique, le film a recueilli des avis globalement positifs, avec environ 70% de critiques favorables sur Rotten Tomatoes et une appréciation notable pour sa mise en scène et sa profondeur narrative. Certains critiques louent également une œuvre ambitieuse, comparable par certains aspects à des sagas épiques comme Le Seigneur des Anneaux, tandis que d'autres restent plus réservés, pointant la longueur et le style visuel parfois trop chargé. Au niveau mondial, la sortie sur diverses plateformes de streaming a généré un large public avec des chiffres d'audience très élevés, notamment aux États-Unis, au Canada, et dans plusieurs pays d'Asie et d'Europe, notamment en France. En parallèle, le film s'est imposé comme un succès notable en physique, particulièrement en Blu-ray. Enfin, la sortie plus tard d'une version noir et blanc intitulée Justice is Grey et quelques projections IMAX pour des associations caritatives ont prolongé la vie du film en salle, soulignant son statut d'œuvre culte, même si elle est clivante. La Snyder Cut apparaît aujourd'hui comme un cas d'école, révélateur de débats contemporains sur la place du réalisateur face au studio, le pouvoir des fans et la définition même d'une œuvre définitive à l'ère du streaming, où tout peut être retouché. Terminée l'introduction anecdotique de 2017, dans la version de Zack Snyder, la mort de Superman devient une onde de choc littérale et symbolique. Son cri traverse le monde, éveillant les boîtes mères comme un écho de la chute d'un dieu. Une entrée en matière grave et signifiante qui plante le décor d'un monde orphelin au bord du chaos. Ray Fisher est ici totalement réhabilité. Le personnage de Victor Stone devient la colonne vertébrale émotionnelle du film. On découvre son passé, ses blessures, sa puissance inédite de maître du numérique. De jeune homme brisé à héros sacrificiel, son arc narratif change profondément l'équilibre de l'équipe, en plaçant l'humain augmenté au centre d'un récit jusque-là dominé par les demi-dieux.
Silas, père de Victor, est plus qu'un simple scientifique de l'ombre. Son rôle culmine dans une scène bouleversante où il se sacrifie pour marquer la boîte mère et permettre ainsi au héros de la retrouver plus tard. Un geste tragique, plein d'amour, qui donne du poids au climax tout en renforçant le lien père-fils. Barry Allen conserve ses maladresses et son humour, mais sa place évolue radicalement. Dans l'acte final, il court plus vite que la lumière, remonte le temps et sauve ainsi l'humanité. Ce moment de bravoure le fait passer du sidekick uniquement là pour faire des blagues à une figure presque messianique. Revu de fond en comble, Steppenwolf gagne aussi en complexité et en prestance. Son armure presque vivante, son regard touchant, sa quête de rédemption auprès de Darkseid en font un antagoniste plus nuancé. On comprend enfin ses motivations, toujours brutal, mais tragique dans sa soumission désespérée, et on aurait presque pitié de lui. Le Snyder Cut rectifie aussi l'une des lacunes majeures du montage cinéma, l'enlèvement invisible de la troisième boîte mère. Ici tout est montré avec tension et émotion. Silas tente de protéger l'objet, échoue mais rend possible sa localisation. Ce n'est pas un détail, c'est surtout une clé narrative pour comprendre le film. Le dernier acte devient lui une fresque chorégraphiée, Flash qui joue avec le temps, Cyborg affronte la tentation de faire revivre ses parents, Superman revient en force et Steppenwolf est renvoyé sans ménagement. La Ligue agit enfin en véritable équipe, l'intensité dramatique et visuelle dépasse de loin le combat franchement générique de 2017. Avec ses ralentis stylisés, ses chants lyriques et ses tableaux magnifiques, le style de Snyder est ici totalement décuplé. Pour certains, c'est une grandiloquence excessive, mais pour d'autres, une mise en scène chirurgicale. Mais une chose est sûre, cette version respire la patte d'un auteur qui a enfin retrouvé sa liberté. Le limier martien s'invite dans deux scènes plutôt brèves mais intrigantes. D'abord avec Loïs, puis à la fin avec Bruce. C'est peu, mais c'est suffisant pour ouvrir un champ cosmique et entretenir l'idée d'un univers étendu, désormais malheureusement inaccessible. Le limier martien, perso totalement inédit, qui est introduit dans ce film et qui était pourtant sous nos yeux depuis Man of Steel, je trouve que c'est vraiment bien joué. Enfin avec Darkseid, l'équation d'antivie, Superman corrompu, Flash dans le futur, l'épilogue aligne les visions comme autant de promesses suspendues. Une trilogie fantôme se dessine, abandonnée même avant d'avoir vu le jour. Entre regret et fascination, le film s'achève sur les cendres d'un mythe inachevé. Mais une fois le fantasme exaucé, reste ce film de 4 heures, porté par une ambition totalement démesurée et alourdi par ses propres certitudes. Dès les premières minutes, on retrouve l'ADN Snyder, avec ses ralentis à foison, ses cadres iconiques et sa musique très épique. Le film prend la pause constamment, chaque mouvement devient une fresque, chaque personnage un dieu en puissance. Mais à trop vouloir styliser, Snyder finit par étouffer la narration. Le moindre regard devient solennel. Chaque geste doit être grandiose, on ne regarde plus un film, on assiste presque à une chorégraphie. Et ce qui était censé sublimer l'action finit par la ralentir. C'est plus du style, c'est de la saturation. La Snyder Cut veut être une épopée tragique, mais son rythme tient plus du coma que du crescendo. Les scènes s'étirent, les silences s'allongent. Par exemple, Superman, absent pendant 2 heures, il revient, disparaît à nouveau, puis réapparaît comme une solution miracle. Le récit est déséquilibré, incapable de faire monter la tension. On est dans l'attente d'un climax qui ne vient jamais vraiment. Malgré sa réputation de film sombre, la Snyder Cut tente parfois l'humour, mais il tombe souvent à plat. Flash, censé amuser, enchaîne des gags parfois gênants. Otage sauvé, rentre dans le tunnel. Le tunnel, d'accord. Les aliens, le méchant, l'escrimeuse. Alfred fait des blagues sur le thé, Superman tente une vanne en pleine baston. Désolé, j'ai vu mieux. Et en vrai, ça sonne parfois très faux. Côté musique, Junkie XL rend bien sûr l'ensemble bien plus cohérent avec l'esthétique de Snyder, brut, sombre et massif. Mais à force de marteler, la musique finit par fatiguer, surtout pendant 4 heures. Chaque apparition de Wonder Woman s'accompagne du même chant tribal, chaque scène d'action devient un peu une cacophonie. La bande-son cherche à nous faire vibrer mais finit parfois par nous anesthésier. Là où Hans Zimmer était lui capable d'un peu plus de retenue parfois et de morceaux qui se détachaient vraiment de l'ensemble. Avec Junkie XL, on a le côté épique, mais sans l'émotion. Bon, après je peux vous dire que dès que les premiers morceaux sont sortis avant la diffusion de la Snyder Cut, je les écoutais déjà en boucle. La Justice League de Zack Snyder, ça reste un objet unique, le résultat d'un bras de fer entre un réalisateur et un studio, une œuvre totale, dans le sens où elle va au bout de ce que Snyder veut faire. Mais cette intégrité formelle masque mal les faiblesses de fond, une narration mal construite, une galerie de personnages sous-exploités et une mise en scène qui privilégie l'icône à l'émotion. C'est un film plus cohérent que sa version de 2017 évidemment, mais est-ce franchement un bon film? Bah pas vraiment, c'est un manifeste esthétique, mais pas une réussite dans la narration. Un chant du cygne, mais pas vraiment une renaissance.
Alors on l'a vu ensemble hein, sur cette chaîne, la version Justice League sortie au cinéma avait laissé évidemment un goût très amer. J'avais détesté cette version, film charcuté, totalement transformé par son studio, un réalisateur Joss Whedon qui débarque pour foutre en l'air tout le travail de Zack Snyder, qui garde seulement 20% des images tournées par Snyder. Bref, on va pas revenir dessus, vous avez une vidéo justement qui a été consacrée à cette version de Joss Whedon. Un film aseptisé, à la sauce Marvel, qui ressemble absolument plus à rien. Un scénario très bancal, des images très moches, l'histoire de la moustache. Bref, tout ça c'est totalement oublié avec cette version de Zack Snyder. Clairement, on n'y pense même plus à la fin de la Snyder Cut, à la version cinéma. Là, cette fois, le film il est grandiose, il est épique. Émotionnellement, il nous touche avec ces personnages qui sont tous complémentaires, qui sont bien travaillés. Évidemment, on pense à Cyborg, mais même Flash dans cette version, je l'aime bien, il reste toujours avec des petites touches d'humour, mais en même temps, il a aussi son côté héroïque. Batman est très très bien aussi, Superman, Wonder Woman, bref, je les trouve tous très bien ces persos. Il n'y a que Alfred à la limite qui est un petit peu en dessous avec son histoire du thé là qui m'a un petit peu saoulé. Mais en dehors de ça, franchement, les persos dans cette Snyder Cut sont très très bien écrits. Je ramène des camarades. Alfred. Cher madame. Ça déchire, Alfred. Je prépare un Earl Grey. Parfait. Qu'il vienne. Qu'il vienne, ce fumier. Et je lui planterai ça dans le cœur pour ce qu'il a fait à Arthur. Je sais ce que tu ressens, Mera. Que l'on aime ou que l'on déteste, la Justice League de Zack Snyder a marqué évidemment un tournant dans l'histoire récente du cinéma. À sa sortie, le film a fait l'objet d'une attention médiatique et populaire exceptionnelle. Impossible de passer à côté. Il a fait parler autant les passionnés de super-héros que les observateurs de l'industrie, devenant un phénomène incontournable. Ce qui était au départ un simple director's cut est rapidement devenu un symbole, un exemple unique d'un réalisateur ayant réussi à faire sortir une œuvre très attendue après des années d'attente grâce à la mobilisation massive des fans. Cette réussite s'appuie aussi sur un précédent important, la Donner Cut de Superman 2 sortie en 2006 qui avait déjà montré qu'il était possible de réhabiliter un film en lui rendant sa forme originelle. Cette expérience avait nourri la confiance des fans et des créateurs, donnant l'espoir que les studios puissent accepter de revenir sur leur décision initiale, même longtemps après leur sortie. Snyder a ainsi popularisé l'idée que plusieurs versions d'un même film peuvent coexister comme des œuvres légitimes, chacune apportant un éclairage différent. Ce débat sur l'autorité créative, la censure et la liberté artistique s'est amplifié, posant de nouvelles questions sur la place des réalisateurs face aux impératifs des studios. Et sur le plan esthétique, le film réintroduit un univers sombre, épique et quasi mythologique, loin de l'optimisme et de la légèreté, souvent privilégiée dans les productions super-héroïques modernes. Cette signature visuelle a évidemment influencé d'autres œuvres, suscitant à la fois admiration et critique pour son ambition. Le film a aussi mis en avant des personnages jusque-là sous-exploités, comme Cyborg, apportant une dimension nouvelle et plus inclusive au récit. Enfin, au-delà du cinéma, la Snyder Cut a nourri un foisonnement de créations, d'échanges, de réflexions sur la liberté artistique, avec un impact qui dépasse largement le cadre du simple divertissement. À l'issue de cette sortie, Zack Snyder disposait d'une vision claire pour prolonger et approfondir son univers à travers deux suites, conçues comme une trilogie cohérente. La suite immédiate, Justice League 2, devait montrer une équipe de héros plus soudée mais aussi plus fragilisée, confrontée à de nouvelles tensions internes et à une menace grandissante. L'histoire explorait leurs combats personnels, leurs secrets, ainsi que l'évolution des liens entre eux. Lex Luthor en liberté devait former une Injustice League, rassemblant plusieurs super-vilains pour contrer la Ligue. Cette suite prenait le temps de développer les personnages, Superman face à son rôle de père, Batman hanté par son passé, Wonder Woman entre devoir et isolement, et d'approfondir le mystère de l'équation anti-vie, le pouvoir suprême convoité par Darkseid. Justice League 3 devait conclure cette saga épique avec un affrontement apocalyptique, mêlant alliance nouvelle, voyage dans le temps et sacrifice héroïque. On y découvrait par exemple l'arrivée de Green Lantern, une bataille finale déchirante et un avenir où la paix semblait possible, mais au prix de pertes énormes. Ces projets, malheureusement jamais réalisés, restent aujourd'hui un témoignage de l'ambition et de la richesse narrative que Snyder souhaitait insuffler à l'univers DC, offrant une perspective unique sur ce qui aurait pu être une saga plus sombre et plus profonde. Il y a quand même une déception, un petit goût d'amertume parce qu'on n'aura jamais la suite
et que finalement, bah, on sait ce qui était prévu maintenant, puisque Zack Snyder, le scénariste aussi, Chris Terrio, ont expliqué ce qu'ils avaient écrit et ce qu'ils avaient prévu pour la suite, et je trouve que c'est très frustrant, encore plus quand on voit cette version de 4 heures, de ne pas avoir vu la suite. Et clairement, je pense que si Warner avait été patient et avait laissé Zack Snyder gérer cet univers comme il le voulait, ben, je pense que le milliard, ils auraient fini par l'avoir sur l'un des films Justice League, peut-être même sur celui-ci, qui sait. Justice League de Zack Snyder est bien plus qu'un simple blockbuster. C'est un film à part, un témoignage vibrant d'une époque où s'est cristallisée, sous les yeux de tous, la lutte entre vision artistique et impératifs commerciaux. Il incarne la quête passionnée d'une œuvre fidèle à son créateur, tout en révélant les tensions, contradictions et fractures du cinéma contemporain. Sa force tient autant à sa densité narrative et son esthétique ambitieuse qu'à ce qu'il représente symboliquement. Une victoire fragile, une victoire sans lendemain. Celle d'une création artistique contre les exigences d'une industrie souvent dictée par la rentabilité à court terme au prix de la singularité. À travers ce film, on est invité à s'interroger sur ce que signifie réellement finir un film, sur la notion d'identité artistique et sur la place du spectateur dans le processus créatif. La Snyder Cut ne propose pas de réponse simple, mais ouvre un terrain riche pour penser le cinéma et la culture populaire d'aujourd'hui. Pourtant, malgré l'engouement immense et la mobilisation des fans, il semble peu probable que Zack Snyder puisse un jour revenir chez DC pour poursuivre son univers. Warner Bros. Discovery a officiellement tourné la page de cette saga, choisissant un nouveau départ créatif et stratégique. Ce nouveau chapitre est incarné par James Gunn et Peter Safran, désormais à la tête de DC Studios. Leur vision se dessine déjà avec Superman qui promet de réinventer le personnage et d'ouvrir une nouvelle ère, plus cohérente, plus accessible et pensée pour durer. Là où Snyder portait un univers sombre, épique et souvent controversé. Gunn souhaite insuffler un souffle plus léger, plus humain, avec des récits clairs et fédérateurs. Ce passage de témoin marque un tournant décisif. C'est la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre. Un pari risqué, mais nécessaire pour réconcilier DC avec son public et stabiliser son image. La Snyder Cut de Justice League est bien plus qu'un film. C'est une œuvre unique, née d'une passion et d'une douleur, qui a su, contre vents et marées, trouver sa place. Elle prouve qu'une vision forte peut traverser les obstacles, toucher le public d'une manière rare et que le cinéma, même dans ses productions à gros budget, peut encore être un acte sincère et un rêve partagé. C'est cette force-là qui fait vibrer la Snyder Cut et qui continue de résonner toujours aujourd'hui. Finalement, malgré la fin officielle de cette saga chez DC, la Snyder Cut reste un témoignage unique d'une époque et d'une vision. Tout n'a peut-être pas été parfait, ni même conforme aux espoirs des débuts. Pourtant, ce combat, ce film, cette œuvre continue de résonner bien au-delà de l'écran. Au fond, la véritable victoire appartient maintenant aux fans. Ceux qui y ont cru se sont mobilisés et fait entendre leur voix. Et si cette histoire venait à se répéter, espérons que les fans seront à nouveau prêts à défendre encore leur passion pour rappeler que le cinéma, même à l'ère des blockbusters, mérite le respect. Car les films n'appartiennent pas seulement aux studios, mais d'abord à ceux qui les regardent, les aiment et les défendent avec passion. Plus que la critique, je suis persuadé que ce qui tue un film, c'est bien l'indifférence. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la Snyder Cut, vidéo qui m'a demandé pas mal de travail, de recherche notamment pour vous trouver des images au mieux inédites. Si ça vous a plu, la première chose à faire c'est de vous abonner, vérifier que vous êtes bien abonné et que vous avez activé la cloche pour pas rater les sorties des prochaines vidéos. Ça arrive que certains ne soient pas au courant de sorties de vidéos sur la chaîne. J'espère aussi que vous aurez apprécié ce format en 1.33 4/3, ça faisait un petit moment que j'y pensais, pour moi c'était inévitable, je pouvais pas imaginer faire la vidéo autrement qu'avec ce format. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Voilà, c'était histoire de marquer le coup en tout cas, et ça a été bien galère à mettre en place, je peux vous le dire. Comme d'habitude, on continue à débattre du film en commentaire. N'hésitez pas à ajouter votre avis sur la Snyder Cut, ou tout simplement à dire merci, ça fait toujours plaisir de vous lire, même si c'est juste pour dire merci. Likez, partagez cette vidéo autour de vous si vous connaissez des fans de la Snyder Cut. Je suis persuadé que vous en connaissez un paquet. N'hésitez pas aussi à parler de Clap Story un petit peu partout. On tourne une page finalement tous ensemble là sur le DCEU avec ce dernier final en apothéose pour moi qui est
la Justice League de Zack Snyder de 4 heures que je me remate régulièrement. Bon, peut-être pas toutes les semaines, hein, faut pas déconner, mais clairement, pour moi, ça reste un film que j'aime voir et revoir. Pour ceux que ça intéresse, il y aura des nouveaux podcasts aussi qui vont débarquer, un Clap Story en podcast, c'est dispo sur toutes les plateformes. Et puis si vous souhaitez être au courant de l'actu de la chaîne, bah, je vous invite à m'ajouter sur Instagram Clap Story, le lien en description. On va se retrouver très prochainement sur Clap Story pour de nouvelles histoires autour de nos films préférés. D'ici là, portez-vous bien, ciao.